Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, il sera présentation de l'environnement de développement Delphi avec sa version Delphi 7. On va commencer par des généralités sur le Delphi. C'est des notions théoriques pratiquement. On va passer sur la structure d'un projet Delphi. Dans ce chapitre, on va parler des différentes extensions, de différentes constitutions du projet Delphi, pour en terminer avec l'interface du langage ou du Delphi 7. Alors, premièrement, on va parler sur des généralités sur le Delphi. Qu'est-ce qu'un langage Delphi en informatique? Le Delphi a été créé en 1995 par l'éditeur de logiciels Borland Software Corporation. C'est la maison qui a créé Delphi, c'est la maison Borland Software Corporation. Le Delphi est d'abord un langage de programmation de haut niveau orienté objet. Il est basé sur la programmation orientée objet, mais aussi un environnement de développement intégré. C'est ce qu'on appelle les familles de logiciels appelés EDI, fonctionnant sur Windows. Il fonctionne principalement sur Windows. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de version dédiée à d'autres systèmes d'exploitation. Par contre, une version spéciale pour Linux a vu le jour en 2001, toujours créée par Borland. C'est une interface qui aide les programmeurs dans leur développement de logiciels exécutables. Quelles sont les utilisations du Delphi? Désormais, il existe des versions de Delphi pour presque tous les supports d'exploitation, Windows, Linux, mais aussi Mac OS et iOS, et Android. Le Delphi correspond aussi à un langage de programmation orienté objet hérité du langage Pascal. Pratiquement toutes les instructions du Delphi sont des instructions Pascal. Cet environnement est particulièrement adapté pour, premièrement, la programmation d'applications graphiques pour le mobile, la gestion d'une base de données, le développement d'un logiciel ou de logiciels d'entreprise. On peut créer avec Delphi soit des applications mobiles, soit des applications de gestion des bases de données, ou bien des applications de gestion carrément des entreprises. Quels sont les avantages du langage Delphi? Ce qui a rendu Delphi de Borland populaire est qu'il bénéficie d'une interface, premièrement, intuitive pour développer des applications graphiques facilement, rapide puisqu'il n'y a qu'une seule phase de compilation, à l'inverse d'autres langages de programmation ou d'autres interfaces de programmation. Il est facile à utiliser car construit sur l'interaction entre un éditeur d'interface graphique et un éditeur de code source. Il y a uniquement soit une programmation avec l'interface graphique, soit une programmation à l'aide de l'éditeur de code source. Il est flexible et donc adapté pour mener un projet dans son ensemble. Pédagogique, il a été souvent servi à enseigner les bonnes pratiques de base de la programmation d'applications aux ingénieurs débutants. On ne peut pas parler des avantages sans parler des inconvénients. Les inconvénients du Delphi, malheureusement, le langage Delphi n'est pas open source. C'est un outil appartenant à la société Embarcadero. Au début, il était appartenu à la société Borland et puis la société Embarcadero l'a acheté. En conséquence, son destin est entre les mains d'une compagnie. Il n'y a pas de comité indépendant capable d'harmoniser son usage. Résultat, certaines fonctionnalités sont introduites avec un temps de retard, ce qui est frustrant pour la communauté qui l'utilise. Par ailleurs, pour beaucoup de développeurs, il est trop proche du Pascal. Pour ceux qui sont habitués à programmer en Java ou en C++, ce n'est pas très attractif. Qu'est-ce qui distingue le Delphi des autres langages?
Ce langage a su se démarquer des autres langages comme le C ou le C++ par son effort de simplicité. Il est très simple à utiliser et de gain de productivité pour le développeur avec des temps de compilation raccords, plutôt avec des temps de compilation records et une absence de séparation entre l'implémentation et l'interface. Au moment de la programmation, on a toujours une relation entre l'implémentation et l'interface. Le Delphi a même réussi à concurrencer Microsoft avec son langage visuel basique. Dans les années 90, Microsoft ne tarde pas à embaucher la majeure partie de l'équipe ayant conçu Delphi afin d'intégrer le système dans le fonctionnement de Visual Basic. On va passer maintenant à la structure d'un projet Delphi. La structure générale d'un projet Delphi. Alors, Delphi permet de créer une seule, c'est le Delphi 7 qu'on parle ici. Delphi permet de créer une seule application à la fois, ouverte en tant que projet. Lorsqu'on démarre de travailler avec Delphi, on démarre avec un projet. Alors, un projet est l'état non compilé d'une application. Dès le début, on parle d'un projet. Après la compilation, on parle d'une application. Une application Windows est constituée de fenêtres. Le projet Delphi qui génère l'application contient donc ces fenêtres. Les fenêtres au niveau du Delphi, on les appelle, ou plutôt on les nomme des fiches, des formes ou des fiches. À chaque fiche est adjoint une seule unité. Dans l'unité, on trouve du code en langage Pascal qui décrit le contenu de la fiche. La fiche est constituée de boutons, de menus, cases à cocher, ainsi de suite. Les instructions de leur programmation est écrites en code langage Pascal. Et son fonctionnement, alors on a dit que une unité contient la description du contenu plus la description du fonctionnement du contenu. Le fonctionnement, ce qui se passe lorsqu'on clique sur un bouton, et bien d'autres choses. Pour simplifier les choses, une fois on crée, ou plutôt une fois on commence à travailler, on crée notre fichier. Un fichier qui aura l'extension, un fichier projet qui aura l'extension .dpr. On crée des fiches. Le fiche a une extension .dfm. On va détailler les extensions plus tard. Alors, une fiche DFM qui crée automatiquement une unité. Unité avec une extension .pass qui porte le même nom. On peut créer des unités puis les raccorder avec des fiches. On peut aussi créer des unités sans fiches. Un nombre infini d'unités et de fiches qu'on peut créer dans un projet Delphi. Ça, c'est la première phase de la création du projet. La deuxième phase est la compilation. Au niveau de la compilation, qu'est-ce qu'il va se passer? Le premier ensemble, plutôt l'ensemble de fiches et unités, vont créer un autre type de fichier appelé fiche 1, c'est le même nom, .dcu. La même chose pour le deuxième groupe, la même chose, même si on n'a pas plutôt de forme de fiche. L'unité va engendrer un nouveau fiche avec l'extension .dcu. Alors, on aura un nombre n de fiches .dcu. Les fiches .dcu seront créées au niveau de la compilation. Après la compilation, on va passer à la troisième phase, c'est la phase de l'application elle-même. Alors, le fiche 1, plutôt la fiche 1 qui se nomme fiche 1.dcu, va être une fenêtre. C'est la fenêtre 1 de notre projet. La même chose pour la fenêtre 2. La même chose pour la fenêtre n. Remarquez une chose, que l'unité 3 ne contenait pas de fiche .dfm, alors on n'aura pas de fenêtre 3. L'ensemble constitue l'application qui se nomme fichier.exp. C'est les différentes extensions utilisées au cours de la conception de notre projet.
On commence par la création du projet .dpr, on passe par les formes ou les fiches .dfm et les unités .pass. Au niveau de la compilation, fiche .dfm et unité .pass vont engendrer un troisième type de fiche nommé fiche .dcu. Les fiches .dcu, ce sont les fenêtres au niveau de l'application. Alors, le .dpr, c'est Delphi Project, contient l'unité principale de projet, a généralement une extension, plutôt une icône d'extension. Le .dfm, c'est Delphi Form, c'est la forme ou bien la fiche Delphi, contient la structure de la fiche. On utilise soit le terme fiche ou le terme forme. Le .pass, c'est pour le Pascal, contient une unité écrite en Pascal. On trouve le .dcu, DCU pour Delphi Compiled Unite. Unité compilée Delphi, c'est une forme compilée et combinée d'un .pass et d'un .dfm optionnel. Au moment de notre manipulation du projet, on peut modifier, on peut sauvegarder, les fichiers sauvegardés, l'extension va changer. Leur extension va changer pour indiquer une sauvegarde temporaire. Les fichiers, ou plutôt le fichier .exe, c'est pour exécutable, le résultat final de la compilation. Il est seul suffisant pour le fonctionnement de l'application. Les fichiers res, c'est pour ressources, contient les ressources de l'application telles que son icône, les icônes et ainsi de suite. On trouve le fichier dof ou .dsk ou .cfg. Ce sont des fichiers qui contiennent les options du projet et les options d'affichage. Ça, c'était pour la structure principale d'un projet Delphi. On va passer maintenant à l'interface de l'environnement, plutôt l'interface principale de l'environnement Delphi. Une fois on lance le Delphi, on aura l'interface suivante. Il est constitué d'un ensemble de sous-groupes ou d'un ensemble de groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe, appelé arborescence des objets, le troisième groupe nommé inspecteur d'objets, le troisième groupe est la fiche ou la forme, la quatrième constitution est l'éditeur de code unité. Alors on a dit l'interface principale du Delphi se compose de 4 objets ou de 4 groupes. Le groupe 1, le groupe 2, c'est l'arborescence des objets, l'inspecteur des objets, la forme ou la fiche et l'unité. On va détailler. Pour le groupe 1, il contient principalement la première barre nommée ou appelée la barre de titre. Elle contient la version du Delphi, dans notre cas c'est Delphi 7, ainsi que le nom du projet actuel. On trouve aussi les boutons pour agrandir, réduire ou fermer. C'est les boutons de manipulation de n'importe quelle fenêtre Windows. Mais remarquez, pour le reste de ce groupe, on trouve un symbole qui se répète à plusieurs fois. Et chaque fois qu'il se répète, il désigne un autre groupe de boutons ou de fonctions. Le premier groupe, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième groupe de boutons ou de fonctions. Et on peut trouver d'autres groupes pas essentiels pour le moment. On va détailler. Le premier groupe est nommé la barre du menu. Elle est au-dessous de la barre de titre et sur toute la largeur étalée s'étale sur un ruban de commande appelé barre de menu. Chaque en-tête du menu possède une lettre soulignée qui le rend accessible avec le clavier. Alors on a dit le premier groupe, c'est la barre de menu. Pour accéder à la barre de menu, soit la première méthode est d'utiliser directement la souris et on clique, ou bien on utilise la touche Alt et la lettre soulignée. Une fois on clique sur la touche Alt,
on va trouver des lettres soulignées dans la barre. Pour plus d'explications, supposons, si on met Alt plus F, sachant que le F, c'est la lettre soulignée du menu fichier. Ça veut dire que c'est le menu fichier qui va s'apparaître. Si on clique sur Alt E, le menu édition. Si on clique sur Alt P, c'est le menu projet. Pourquoi? Parce qu'au niveau de fichier, on est le F qui est souligné. Au niveau d'édition, c'est le E qui est souligné. Au niveau de projet, c'est le P qui est souligné. Pour plus de détails, le premier sous-menu, ou plutôt le premier menu, c'est le menu fichier. Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du menu fichier? Ce menu contient les fonctions permettant de créer, ouvrir et enregistrer des fichiers ou de projets. On trouve un sous-menu, donc fichier nouveau. Sous ce sous-menu, c'est pour créer les différents fichiers. On trouve des différents fichiers, des fiches vides et des éléments de programmation. On va le voir en détail plus tard. Le deuxième menu, c'est le menu édition. Dans le menu édition, ce menu vous propose les commandes qui permettent d'exploiter le presse-papier. Il contient aussi quelques fonctions de définition des fenêtres. Le menu rechercher. Ici figurent les fonctions de recherche et de remplacement. Le menu voir concerne les programmes de grande taille pour en examiner la structure et recevoir des informations. Le menu projet permet de créer les fichiers exécutables. À partir des textes sources, vous recevrez des informations sur le programme et pourrez définir certains paramètres et options. Vous pouvez ici définir certains paramètres et options. Ce sont des choses qu'on va les voir en détail à fur et à mesure. Le menu exécuter. Ce menu propose les fonctions pour lancer et exécuter en pas à pas les programmes. Le menu composants. Modifier à l'aide des composants de ce menu. La palette des composants intégrés. On va parler des palettes des composants. Intégrer de composants supplémentaires. Le menu base de données vous permet de créer, ou plutôt ce menu propose les assistants au développement de bases de données. Le menu outils définit les différents paramètres de Delphi, appelés des outils externes. Le menu fenêtre permet de basculer entre les différentes fenêtres du projet. Et le menu aide, c'est pour accéder directement à l'aide de Delphi, soit l'aide online, soit l'aide intégrée dans Delphi. Concernant la barre d'outils, c'est la deuxième partie du premier groupe. La barre d'outils permet d'accéder directement avec la souris à certaines commandes du menu. Elle est composée d'un ensemble de boutons. Ce sont des boutons appelés des icônes. On va les détailler. Alors, la première icône, si on clique sur la première icône, elle va nous permettre d'ajouter de nouveaux éléments. Pour ajouter de nouveaux éléments, de nouveaux fiches, de nouveaux fichiers, de nouveaux éléments, on peut trouver, ou plutôt on peut accéder via fichier, autre, nouveaux éléments, application console, unité fiche, etc. Le deuxième bouton, c'est pour ouvrir. On peut l'accéder soit directement en cliquant sur le bouton ou via fichier ouvrir. Alors c'est pour ouvrir un fichier en respectant l'extension. On a un autre bouton, c'est pour réouvrir les fichiers récemment utilisés. Le bouton suivant, c'est pour enregistrer. Enregistrer, ça veut dire c'est pour sauvegarder si c'est la première fois, c'est pour donner le nom et choisir l'emplacement si c'est la première fois, ou enregistrer, sauvegarder les modifications. Alors on peut accéder à enregistrer soit en cliquant directement sur le bouton enregistrer, ou bien via fichier enregistré, ou directement en utilisant la combinaison des touches CTRL plus S.
Alors, on a dit, c'est pour préciser le nom et l'extension du fichier, ainsi son emplacement si c'est la première fois, sinon enregistrer les modifications apportées. Ceci n'enregistre pas le projet. Si on clique sur ce symbole, on ne va pas enregistrer le projet, on va juste enregistrer les formes et les unités. Le symbole suivant, une fois on clique dessus, la fenêtre suivante va apparaître. C'est la même fenêtre qui va apparaître si on va utiliser fichier enregistrer tout ou bien tout enregistrer ou directement utiliser la combinaison des touches Shift, CTRL S ou Maj, CTRL S. C'est pour tout enregistrer, le projet et les fichiers associés. L'ensemble suivant va apparaître l'écran suivant, plutôt la fenêtre suivante. C'est la même fenêtre qui va apparaître en cliquant sur Fichier, Ouvrir un projet ou directement la combinaison des touches CTRL F11. C'est pour ouvrir un des projets existants. Un projet déjà existant, on peut le réouvrir ou plutôt on peut l'ouvrir. Le symbole suivant, c'est une fois on clique, c'est pour ajouter au projet. C'est pour ajouter des formes, des unités au projet. On peut accéder directement, soit on clique sur le symbole, soit via projet, ajouter au projet, ou directement avec la touche Shift F11 ou bien Maj F11. Alors c'est pour ajouter un ou des fichiers existants au projet actuel. Des unités, des fichiers créés auparavant, on peut les rajouter au projet actuel. Le symbole suivant, enfin on clique allez, c'est pour retirer du projet. Va s'afficher la liste des unités constituées dans le projet. C'est la même fonctionnalité avec projet retiré du projet. C'est pour retirer un fichier ou une unité du projet. Le symbole suivant, c'est pour voir la liste des unités qui composent notre projet. On peut le voir aussi via voir, basculer, plutôt voir unité ou en utilisant la combinaison des touches CTRL F12. C'est pour voir les unités qui constituent notre projet. Voir et basculer entre les unités du projet. Le symbole suivant, c'est pour voir les fiches ou bien les formes qui constituent notre projet. C'est la même chose avec voir fiche ou directement la combinaison des touches Shift F12 ou Maj F12. C'est pour voir et basculer, alors c'est pour consulter et basculer entre tous les fiches du projet pour passer de la forme 1 ou plutôt de la fiche 1 à la fiche 2, la forme diplôme à la forme employé ou plutôt la forme grade. Il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton OK. Le bouton suivant, c'est pour basculer entre fiches et unités. On peut directement l'utiliser avec la touche, plutôt avec la combinaison voir basculer fiche unité ou avec la touche F12. Qu'est-ce que ça veut dire basculer entre fiches et unités? On clique une fois, on aura la forme qui est placée la première en premier plan. On clique une deuxième fois, c'est l'unité qui est placée en premier plan. On clique une troisième fois, c'est la forme qui est placée en premier plan. On dit qu'on est en train de basculer entre fiche et unité. Le symbole suivant, c'est pour la création d'une nouvelle fiche. Alors, pour créer une nouvelle fiche, soit on clique directement sur le symbole ou on va fichier, nouveau, fiche. Ou bien fichier, nouveau, autre. Au niveau du tableau, ou plutôt au niveau de la fenêtre nouveau élément, on sélectionne fiche. C'est pour créer une nouvelle fiche ou bien une nouvelle forme. Le symbole suivant, toujours qui constitue notre barre d'outils, c'est le symbole de lancer l'exécution du projet et créer le fichier .exe.
Ce symbole nous permet de créer le fichier exécutable. Alors pour créer le fichier exécutable, soit on clique directement sur ce symbole, on va faire exécuter au niveau du menu, exécuter, exécuter. Ou on utilise directement la touche F9. Tout près de ce symbole, on trouve un autre symbole qui va nous donner le chemin de la création du fichier exécutable. Le fichier exécutable où il va être créé, où il va être placé. Le symbole qui suit, il n'est actif que en mode exécution, que après avoir lancé l'exécution du projet, qu'il va être actif. Alors, ce symbole n'est actif qu'après le lancement de l'exécution. Elle sert à suspendre l'exécution du programme. On peut suspendre alors l'exécution du programme, soit en cliquant sur ce bouton directement, ou via exécuter, suspendre le programme. Les deux symboles qui suivent, on va les trouver au niveau de exécuter pas à pas et exécuter pas à pas approfondi. Alors le premier, on peut l'utiliser comme on a dit via exécuter pas à pas ou directement avec la touche F9. Le second, c'est exécuter pas à pas approfondi ou via F7. C'est des options d'exécution. Elle nous permet d'exécuter le programme pas à pas pour vérifier l'état et la valeur des variables à chaque instant. C'est pour vérifier les valeurs contenues dans nos variables à chaque instant. Après chaque opération, après chaque instruction, on peut voir l'état de nos variables. Le symbole suivant, c'est le symbole du help. Elle nous permet d'accéder directement au système de help. On peut accéder directement soit en cliquant sur le symbole ou via le menu aide qui va afficher la liste déroulante de tout le help. Soit le help intégré directement au niveau de Delphi, soit un help via Internet. Le deuxième groupe, c'est la palette des composants. La palette des composants, qu'est-ce que c'est? C'est une barre d'outils de type particulier. On y trouve les objets qui servent, ou plutôt qui seront utilisés pour construire l'application. Tous ces symboles, ce sont des composants. On va détailler qu'est-ce qu'un composant et comment le manipuler. Mais avant ça, on a dit que c'est un ensemble de composants. Alors, les onglettes correspondent aux catégories de composants. Pour accéder, il faut cliquer sur l'onglette pour changer de palette. On clique sur Standard, il va afficher les composants qui contiennent la palette Standard. On va cliquer sur Supplément, va afficher les composants qui sont contenus dans la palette Supplément. On va cliquer sur par exemple CTRL BD, va apparaître les composants contenus dans la palette CTRL BD. Alors pour placer un composant dans la fiche, on peut cliquer sur le composant, après l'avoir sélectionné, puis cliquer dans la fiche directement. On clique sur le composant et on va cliquer sur la fiche. Sinon, alors, pour placer un composant, on clique directement sur le composant, puis on clique directement sur la fiche. Pour agrandir ou redimensionner le composant, on utilise le cliquer glisser pour redimensionner de suite. Comme il est également possible, directement un double clic sur le composant, il se mettra automatiquement au centre de la fiche en cours et on peut le déplacer plus tard. Alors, pour sélectionner, pour placer plusieurs composants identiques, on va cliquer sur la touche Maj, puis cliquer sur le composant qu'on veut le placer à plusieurs fois sur la même fiche.
Il existe divers types de composants, classés en deux catégories principaux, ou plutôt principales. Et on va trouver des composants visuels et des composants non visuels. Les composants visuels, ce sont les composants visibles à l'exécution, sauf indication contraire. Certains d'entre eux peuvent prendre le focus, c'est-à-dire être sélectionnés par l'utilisateur, comme les edits, les checkbox et ainsi les radio box sont des composants qui peuvent être focus. On trouve aussi les composants non visuels. Non visuels, ça veut dire des composants qui ne seront pas visibles au moment de l'exécution. Ils sont visibles uniquement au moment de la création. Comme on peut trouver le timer par exemple, c'est un composant qui n'est pas visible au moment de l'exécution. La structure interne d'un composant. Alors on a notre composant. Chaque composant possède une interface. L'interface, c'est la partie visible du composant. Il possède aussi des méthodes, c'est des procédures et fonctions modifiant l'état du composant. On trouve aussi des propriétés. Chaque composant possède des propriétés. Ce sont les caractéristiques visibles ou invisibles du composant. On trouve aussi plutôt chaque composant possède aussi des événements. Ce sont les réponses à des événements impliquant le composant. Pour simplifier, on peut dire qu'un composant possède des propriétés et des événements. Les événements est une partie d'événements est provoquée. Une partie d'événements est provoquée lors de l'utilisation des composants et des fenêtres, tels que les clics et les mouvements de la souris. Ça veut dire le composant, une fois on clique dessus, une fois la souris est sur ce composant, qu'est-ce qu'il va produire? Le frappe des touches. D'autres parties d'événements est provoquée lorsqu'une fenêtre soit visible ou invisible, lorsqu'une case à cocher est cochée ou non, lorsqu'un élément d'une liste est sélectionné. Ça, c'est pour la partie événement. La partie propriété, ce sont les paramètres réglables pour un composant. Par exemple, un composant, surtout s'il était visuel, il a une dimension, une hauteur, une largeur, une couleur. Si c'est un composant qui permet d'écrire dessus ou d'afficher un texte, il contient la propriété police. Ce texte, comment est affiché, le titre du composant, le titre de la fenêtre, le titre du bouton, le texte affiché sur le bouton, le texte affiché sur le edit, la taille du texte, la couleur du texte. Ce sont tous des propriétés réglables ou paramétrables. Pour simplifier encore plus, on va parler de l'inspecteur d'objets. L'inspecteur d'objets, c'est l'outil qui nous permet de modifier soit les paramètres ou les événements. Alors, l'inspecteur d'objets permet de définir les paramètres de composants au moment de la conception. Deux onglettes vous donnent accès aux propriétés et aux événements d'un composant. Pour basculer de l'un à l'autre, il suffit de cliquer sur les propriétés pour afficher la liste des propriétés. Cliquez sur événements pour afficher la liste des événements du composant actuel. Chaque page elle-même est divisée en deux colonnes. À gauche, contenant le nom des propriétés et à droite, la valeur des propriétés. On va trouver par exemple la propriété caption qui a la valeur label 1. On va trouver par exemple la propriété high qui a la valeur 13. On va trouver par exemple la propriété left qui a la valeur 128. On va trouver par exemple la propriété name qui a la valeur label 1 et ainsi de suite. Observons bien notre inspecteur d'objets. Au-dessous de notre inspecteur d'objets, il y a une barre nommée le sélecteur d'objets. Une fois on clique dessus,
une liste déroulante s'affiche, affichant la liste de tous les objets ou de tous les composants qui constituent notre forme. Le sélecteur d'objets en haut de l'inspecteur affiche une liste déroulante contenant tous les composants de la fiche active ainsi que leur type. Vous pouvez ainsi sélectionner rapidement différents composants de la fiche active. Pour basculer par exemple du bouton 1 à l'édit 3 ou la forme 1 ou label 1, il suffit de cliquer sur le sélecteur d'objets, la liste s'affiche, cliquez sur le composant qu'on veut accéder directement. Pour l'affichage de l'inspecteur d'objets, il s'avère des fois, avec des fausses manœuvres, que l'inspecteur d'objets disparaisse. Pour l'afficher, il suffit de cliquer sur Voir, inspecteur d'objets ou directement utiliser la touche F11. Affiche directement cette commande, l'inspecteur d'objets. Pour la modification, comment utiliser l'inspecteur d'objets pour modifier des propriétés d'un composant. On va mettre, par exemple, modifier la propriété du composant label 1. On va sélectionner premièrement notre composant. Au niveau de l'inspecteur d'objets, on va à la propriété caption. Voilà, on va effacer le contenu actuel. On va le modifier par matricule. On veut afficher le mot matricule. On confirme par un entrée. Une fois on valide, le nom, ou plutôt le mot affiché est matricule. Supposons qu'on veut maintenant modifier la couleur d'écriture ou la taille d'écriture. On va toujours au niveau de l'inspecteur d'objets, la propriété font, il y a 3 points. On clique sur les 3 points, une nouvelle fenêtre s'affiche qui nous permet de modifier la police d'écriture, ça veut dire le style d'écriture. On peut modifier la couleur d'écriture, on peut modifier la taille d'écriture et on peut modifier, activer le soulignement ou le désactiver. Il y a plein d'autres paramètres à modifier. Cette modification, on l'appelle modification lors de la conception. On appelle cette modification, c'est une modification lors de la conception. Une fois on modifie les paramètres, on clique directement sur OK pour valider ces modifications. Les modifications lors de la conception. On peut aussi faire label 1, c'est le nom du composant, .caption, c'est le nom de la propriété, reçoit matricule pour l'exemple 1, ou directement label 1.font.color reçoit CL red pour changer la couleur en rouge, ou bien label 1.font.size reçoit 18 pour changer la taille de la police. Alors, cette commande est la suivante, la syntaxe générale et le nom du composant. Lorsqu'on parle du nom du composant et la propriété name, on parle ici de la propriété name, suivi d'un point, suivi de la propriété qu'on veut changer. Si on veut changer caption, on met .caption. Si on veut changer le name, on met .name. Si on veut changer la hauteur, on met .height, et ainsi de suite. Suivi du symbole du reçoit et la nouvelle valeur. La même chose pour l'exemple 2, c'est le nom du composant. .bonfont.color, c'est la propriété qu'on veut changer. Reçoit, CL red pour changer la couleur. Alors, chaque instruction termine par un point-virgule. Il ne faut pas l'oublier. C'est une modification par code. On nomme cette modification une modification par code. La première modification, c'était une modification en mode conception, au niveau de la conception. Et la modification actuelle, c'est une modification par code. Mais où écrire ces instructions? Pour écrire ces instructions, on utilise l'éditeur de texte. Pour écrire ces instructions, on utilise l'éditeur de texte. Alors, c'est quoi l'éditeur du texte? Le voici, notre éditeur de texte, c'est l'unité.
Si vous vous rappelez bien, on a dit que si on clique sur la touche F12, c'est pour basculer entre l'unité et la fiche, plutôt la forme. Alors, l'unité est trouvée au niveau de l'éditeur de texte. De quoi est composée cette unité? Ou qu'est-ce qu'on va trouver dans notre éditeur de texte? Alors, la première ligne, c'est la ligne unit, unit 1, point virgule. Unit 1, c'est le nom de l'unité. C'est le nom de l'unité. Rappelez-vous que l'unité a une extension .pass, ça veut dire des instructions Pascal qu'on va trouver au niveau de l'éditeur de code. La deuxième ligne interface, c'est une en-tête pour désigner la sélection qui sera vue par les autres unités. On va trouver la ligne uses. La ligne uses spécifie une liste de dépendances d'unités. On appelle ça un appel des unités. Pour la lecture, on dit que l'unité 1, c'est l'unité actuelle, et elle dépend dans son fonctionnement et sa création des unités Windows, messages, sysutils, variant, classe, graphique, control, forms, dialogue et standard controls. Ça veut dire si on enlève une de ces unités, l'unité 1 ne fonctionne pas correctement et l'unité 1 notre éditeur ne peut pas créer notre conception. Au niveau de la conception, on ne peut pas créer, au niveau de la compilation, on ne peut pas créer la forme actuelle. On aura une erreur parce que l'unité 1, dans son fonctionnement et dans sa création, elle dépend des unités citées dans le uses. Descendons un petit peu plus bas. On va trouver la déclaration des composants utilisés dans la forme sous forme de name composant et sa classe ou son type label 1 est de type T-label, bouton 1 est de type T-bouton, label 2 est toujours de type T-label, edit 1 est de type T-edit, on dit de type ou de classe, edit 2 est de type T-edit. L'instruction suivante, c'est on va décrire les en-têtes des procédures et fonctions utilisées par notre unité. Le private, c'est une propriété et méthode privée de type objet. Le public, c'est l'inverse, propriété et méthode publique de type toujours objet. Elles seront visibles par les autres unités. Alors au niveau de private, on déclare les variables, les constantes, les objets utilisés uniquement par notre unité. Par contre, au niveau public, on peut déclarer des variables, des constantes, des objets qu'on peut les utiliser même à travers des autres unités. Le end, c'est la fin de la déclaration des objets utilisés dans notre unité. Le var form 1, c'est l'instanciation de l'objet. C'est à ce niveau-là qu'on va allouer de la mémoire vive pour cette unité. Le S, le $R, étoile.dfm, c'est une directive de compilation permettant d'inclure les définitions des fenêtres.dfm. Le .dfm, c'est la description des fenêtres ou des formes, suivi du code source Pascal écrit par l'utilisateur. C'est le code qu'on a déjà vu auparavant. Label 1 reçoit matricule, label 2, label 1.font.color reçoit CLRED et ainsi de suite. C'est la structure générale d'une unité. On y trouve interface, la partie interface, la partie implémentation et la partie des procédures et fonctions utilisées par l'unité. La structure générale du projet, parce que c'est un projet, c'est un fichier source. On a au début de notre cours parlé de la structure générale, ça veut dire des différents fichiers qui constituent ou plutôt des différentes étapes pour construire notre projet. Mais notre projet lui-même possède un fichier spécial nommé fichier source qui contient les lignes suivantes. Premièrement, pour afficher
le code source du projet, on utilise projet, voir le source. Projet, voir le source. Mais de quoi est composé notre projet source? Premièrement, le mot-clé programme, project 1 ou project 1, c'est le nom plutôt l'entête du projet courant. Project 1, c'est le nom du projet qu'on a enregistré le projet. On trouve les uses. Le bloc uses précise la liste des unités utilisées par le projet. On y trouve la liste de toutes les unités qui constituent notre projet. Le begin et le end, le bloc des instructions entre begin et end précise les paramètres, les premières instructions à exécuter au démarrage de l'application. Remarque, les textes entre accolades en bleu représentent un commentaire. Les commentaires sont ignorés par le Delphi, ne sont pas pris en charge lors de la compilation. Et le texte écrit en accolade vert précise des variables, représente des directives de compilation. On trouve au niveau de l'éditeur du code quelque chose qu'on appelle l'audit de code. L'audit de code, qu'est-ce que c'est? L'audit de code désigne un sous-ensemble de fonctionnalités intégrées à l'éditeur de texte. L'audit de code, au moment de la saisie de notre code, parmi les fonctionnalités de l'audit de code, il affiche un sous-menu qui nous aide à saisir le code. Par exemple, donnons des conseils sur le paramétrage de code, le code lui-même ou relative à l'audit d'aide, à la saisie semi-automatique pour achèvement de code, de classe ou de bloc. L'utilité de l'audit de code est d'accélérer l'écriture de code. Ces fonctionnalités facilite l'identification d'instructions courantes à insérer dans votre code et vous aide à sélectionner des propriétés et des méthodes. Pour afficher l'un de ces audits de code, on utilise la combinaison des touches CTRL plus la touche espace. À la fin, je vous remercie de votre patience et de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Et merci.